Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce MOOC Agroécologie. Hello everybody and welcome for this live at the Agroecology MOOC. Bien, procédons à une petite présentation. Je suis Patekon Louti, voici Charlotte Brasseur. Nous sommes tous deux étudiants en agronomie et travaillons en ce moment sur l'agroécologie. Nous allons animer ce live avec l'aide de nos camarades Cyril au réseau et Camille en prise de notes. So today we have two guests, Eric Just, a researcher at the CIRAD, and Laurent Bedoussac, who is a researcher at INRA, and he is in a video conference. Today we will discuss about intercropping, and do not hesitate to ask a question in social network and on the forum with the hashtag MOOCAE. Oui. Nos invités aujourd'hui sont M. Eric Just, chercheur au CIRAD, UMR Système, et Laurent Bedoussac, qui est chercheur à l'INRA, et qui est en visioconférence bien sûr. Nous allons cette semaine discuter des cultures associées. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux avec hashtag MOOCAE ou sur le forum du MOOC. Donc la première question qui est revenue cette semaine sur le forum français, ça a été quels sont les avantages de l'association des céréales et des légumineuses. Et donc je laisse Laurent répondre. Merci à tous. Alors, les avantages des cultures associées, ils sont multiples et il va être difficile en 2 minutes de résumer ce que j'ai exposé dans mon cours. Donc, je vous invite à revoir la vidéo qui a été faite. La grande idée des cultures associées, c'est de travailler sur la complémentarité entre les plantes, puisqu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes besoins, notamment quand on associe une céréale et une légumineuse, puisque la légumineuse peut utiliser l'azote atmosphérique de l'air, l'essence pour simplifier, l'azote minéral du sol pour la céréale. Et du coup, globalement, le fait d'associer des plantes, c'est un moyen agronomique qui permet de réduire la dépendance des systèmes agricoles aux engrais, donc de réduire les doses d'engrais, mais aussi des produits phytosanitaires, tout en garantissant un niveau de production correct et une bonne qualité des céréales. C'est aussi dans certains cas un moyen de réduire des maladies, des ravageurs et des adventices, mais on tient à insister sur le fait que les cultures associées, ce n'est pas la solution miracle, c'est un levier disponible par les agriculteurs pour améliorer l'efficience et l'efficacité de leur système. Bien. À vous, Monsieur Eric. Est-ce qu'il est intéressant d'associer les légumineuses avec le blé tendre et aussi avec l'agroforesterie? Bon, bonjour à tous, merci de cette invitation. En fait, votre question est très large également. Et pour y répondre par oui ou par non, ce ne serait pas très raisonnable. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est dans quel système de production on se situe et pour quel objectif. Si par exemple on est dans des systèmes de production où il y a de l'élevage et où on va vouloir valoriser en fait un espace agricole donné avec des arbres, puis des mélanges d'espèces pour produire des graines ou du fourrage, cette association complexe peut être intéressante pour avoir plus de stabilité dans la production, de flexibilité dans l'année. Mais en soi, on ne peut pas dire que l'agroforesterie est la solution non plus, comme a utilisé le terme miracle de Laurent Bedoussac, à toutes les situations. Ça va dépendre des conditions de climat, de sol et des types de production. Et en fonction de ces situations, on va pouvoir tirer ou pas un avantage à faire des cultures associées en agroforesterie, c'est-à-dire dans un système encore plus complexe. Mais le niveau des ressources disponibles, notamment l'eau, risque d'être un facteur important à prendre en compte pour savoir si au final, cette association complexe sera efficace ou pas efficace, puisqu'on va rentrer forcément dans des compétitions pour une période de temps de l'année par rapport à ces ressources.
Et donc, il faut voir si on peut avoir une complémentarité dans le temps de l'utilisation des ressources grâce à ce système ou pas, et avoir plus de compétition au final que de complémentarité. Donc, c'est là qu'on va pouvoir répondre concrètement à la question par rapport au type d'association et à la façon dont elles sont utilisées en agroforesterie. Merci. Donc, merci. Ensuite, on avait une question d'un bouquin sur les cultures associées donc, qui sont considérées comme une merveille de l'agroécologie. Et il demande si les récoltes sont aussi efficaces. Alors, en fait, il faut distinguer, on a différents types d'associations. Il y a certaines associations qui sont cultivées en bande, c'est le cas notamment de beaucoup d'associations en Chine, où là, chaque espèce est récoltée séparément, alors soit à la main, soit parce que les largeurs sont suffisamment courtes. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de problème de récolte. Par contre, dans nombre de cultures associées, par exemple, tout à l'heure on parlait de blé tendre légumineuse, là les espèces vont arriver à maturité ensemble, seront mélangées sur le même rang, donc on va devoir tout récolter ensemble. Et donc, effectivement, c'est une question assez sensible de comment est-ce qu'on récolte ces mélanges. Si on récolte ce mélange comme une céréale, on va casser les graines de légumineuses, et donc du coup on va avoir ensuite du mal à les séparer. Et à l'inverse, si on récolte le mélange comme une légumineuse, on va avoir tendance à laisser des graines de céréales derrière la moissonneuse-batteuse. Et donc, comme l'a dit Eric, c'est toujours une question aussi de débouché et d'objectif. Si l'objectif, c'est ensuite de trier les graines pour vendre chacune sur des marchés séparés, alors il va falloir optimiser la récolte pour éviter de casser les graines et d'être capable ensuite de les séparer. Et donc cette question-là qui est cruciale, elle va être traitée, et donc je profite de l'occasion pour en parler, dans le cadre d'un projet européen qui est d'ailleurs coordonné par Eric Gist, le projet Remix, et on va travailler avec des fabricants de moissonneuses-batteuses pour voir comment on peut optimiser les réglages d'une moissonneuse-batteuse pour différents types de cultures associées. Merci bien. Excusez-nous, nous voudrions dire à tout seigneur, tout honneur. Nous sommes en zone méditerranée, et à vous, M. Eric. Nous voudrions demander quelles sont les conséquences des cultures associées sur l'irrigation dans les régions méditerranéennes et les zones arides. Bon, je vous remercie de cet honneur, mais pour l'instant, je suis un néo-méditerranéen. Je viens juste d'arriver sur Montpellier. Ceci dit, on a pour projet dans notre unité de recherche de justement répondre à un appel d'offres sur la problématique méditerranéenne. Et la question qui nous intéresse, c'est de savoir en quoi ces cultures associées seraient une solution efficace pour être plus résilientes face aux problématiques de stress hydrique ou face au changement climatique. Donc cette question qui est importante vis-à-vis de l'utilisation de l'eau est également difficile à traiter. Et il nous faut aller plus en avant dans l'analyse du fonctionnement de ces systèmes en milieu méditerranéen où la contrainte hydrique serait importante pour pouvoir répondre facilement et simplement à la question. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la question des cultures associées doit se poser avec un large point de vue parce que les cultures associées, ça peut être semer en même temps des espèces et les récolter en même temps, mais ça peut être aussi semer des cultures en relais, c'est-à-dire semer sous couvert d'une culture une culture pour pouvoir l'implanter plus facilement, plus rapidement. Et donc cette question, elle ouvre par rapport à l'utilisation de l'eau, notamment sur le temps de l'année, elle ouvre des questions sur comment utiliser le mélange des espèces en relais ou avec des espèces qu'on va semer plutôt à l'automne, qu'on ne sèmerait pas habituellement à l'automne. Donc ça repose la problématique de l'utilisation de l'eau sur toute l'année en fonction des contraintes en fait liées à la pluviométrie. Et d'autre part, par rapport à l'irrigation, je pense qu'on a très peu de références pour savoir si en situation irriguée, les cultures associées seraient plus efficaces ou moins efficaces qu'en situation non irriguée. Donc les travaux que l'on devrait mener nous permettront de mieux répondre à cette question. Par contre, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que mélanger des espèces, c'est sans doute une solution pour avoir des productions plus stables face à la variabilité interannuelle du climat et donc au stress hydrique plus ou moins fort en fonction des années.
Donc ça, c'est une hypothèse qui nous semble intéressante à bien utiliser et voir en quoi ces cultures associées pourraient être plus largement développées en système méditerranéen pour être plus résilient, entre guillemets, face à cette variabilité climatique et peut-être dans le futur face au changement climatique. Ouais, si je peux compléter un élément, enfin, je pense que ce que dit Eric est important. La question de l'eau, c'est un objectif, c'est une problématique parmi d'autres. Et en fait, les cultures associées, selon le contexte dans lequel elles vont être mises en place, tantôt ça sera la problématique de l'eau qui sera majeure, c'est le cas notamment dans les contextes méditerranéens. Dans d'autres contextes, il n'y a pas forcément de contraintes hydriques particulières, mais ça sera la gestion de l'enherbement qui va surtout se poser. Pour certaines productions, ça sera plutôt la gestion, je pense par exemple au cas des bruches dans le cas de la lentille, ou de la qualité des céréales pour la panification ou la fabrication de pâtes. Et donc, en fonction des problématiques, on va avoir des leviers, y compris dans le choix des cultures associées, qui vont être différents. Et je vois là qu'il y a une question d'ailleurs sur Twitter à ce sujet-là, sur les restrictions en termes de variétés et d'espèces. Eric, est-ce que tu veux... Comment on interprète cette question, les restrictions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut... Je pense sur le cas du choix et des variétés des espèces, comment est-ce qu'on choisit les bonnes variétés, les bonnes espèces à associer? Là, il n'y a pas de réponse générale. Le choix, il va vraiment être réalisé en fonction de l'objectif de production et ensuite en fonction des traits connus des espèces, c'est-à-dire leurs propriétés intrinsèques, à pouvoir peut-être plus résister à des contraintes hydriques ou peut-être être plus efficace en situation de manque d'azote. Donc ça, c'est des choix qui vont être prégnants au-delà du fait que le premier choix est pour quel type de production en fait on va utiliser ces mélanges d'espèces. Est-ce que c'est produire du blé de qualité meunière ou produire des mélanges pour l'alimentation animale? On n'aura pas du tout le même choix variétal qui va s'imposer. Ce qu'on peut dire également, c'est que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la meilleure association n'est malheureusement pas l'association des meilleures variétés. On aimerait pouvoir se dire qu'il suffit de prendre la meilleure variété de blé et la meilleure variété de pois pour faire la meilleure association, mais malheureusement, ce n'est pas ça, parce qu'il y a des interactions entre les plantes, et aujourd'hui, on observe qu'il y a certaines variétés qui sont plus adaptées à la culture associée, et là encore, c'est un des objectifs du projet Remix, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une variété donnée est plus adaptée à la culture associée dans tel ou tel contexte ou pour répondre à tel ou tel objectif. D'accord, merci. Donc on a une autre question sur le forum français quelqu'un qui demande quelles sont les conséquences de la substitution des céréales par les cultures associées. Alors je ne sais pas si on peut traiter la question dans ce sens-là. Si aujourd'hui on imaginait de remplacer toutes les surfaces de céréales par des cultures associées, la conséquence, ça serait une diminution de la production globale de céréales. En effet, dans une culture associée, il y a 2 ou plusieurs espèces, et donc globalement, le rendement de la céréale dans une culture associée est inférieur à celui dans une culture pure. Donc l'idée, c'est pas de vouloir remplacer toutes les céréales ou toutes les cultures de légumineuses ou toutes les cultures de façon globale par des cultures associées. C'est de se dire que dans certaines situations, les agriculteurs font face à des problèmes et que les cultures associées peuvent être un levier intéressant pour lever ces verrous. Je disais tout à l'heure, par exemple, dans une fin de rotation, on va se retrouver avec des situations d'enherbement qui peuvent être problématiques, notamment sur des légumineuses cultivées seules. Là, l'agriculteur pourra avoir un intérêt à implanter une culture associée. De la même manière, une céréale, quand on a une céréale secondaire, une seconde céréale secondaire, donc qui revient après une autre céréale, elle est souvent de moindre qualité, elle n'a souvent pas assez d'azote pour se développer. Là encore, la culture associée peut être un levier intéressant. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce levier-là quand il est pertinent. Mais il y a d'autres leviers que l'on peut aussi mobiliser. Je pourrais rajouter que dans des conditions spécifiques de production végétale, par exemple avec des cahiers des charges de l'agriculture biologique, on a néanmoins montré que dans un certain nombre de cas, on pourrait avoir quasiment la même production de céréales en culture pure, normale, qu'en culture associée. Et donc la production sensu stricto de céréales n'était pas forcément beaucoup impactée. Mais ce sont vraiment des conditions assez spécifiques. Et donc il faut aussi le relever parce que
si on produit pratiquement autant de céréales et qu'on ajoute une production de légumineuses, eh bien, la production globale sur un hectare est beaucoup augmentée. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on peut avoir une production de céréales quasi maintenue en culture associée par rapport à des champs où elles seraient cultivées mono-spécifiques. Ouais, et ta remarque, Eric, fait le lien avec la question précédente sur la question de la récolte et du tri. Parce qu'effectivement, il y a une hypothèse derrière, c'est qu'il faut ensuite être capable de récolter ces cultures, donc ça globalement on y arrive, et surtout ensuite d'être capable de les trier, puisque les meuniers ou les pastiers ou même les fabricants d'aliments pour les animaux préfèrent avoir des cultures pures. Donc les cultures associées vont devoir ensuite être triées pour être capable de fournir aux acteurs industriels de l'aval des produits qui correspondent à leurs exigences de qualité. Merci. Euh, nous sommes en agroécologie et nous voudrions faire un lien entre laboratoire et terrain. Et on voudrait savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par le laboratoire ou on peut tout faire sur le terrain? Ou est-ce qu'on peut transposer les résultats du laboratoire concernant les cultures associées au terrain? Bon, en fait, il ne faut surtout pas opposer laboratoire et terrain. Ça, c'est le premier élément très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le deuxième élément très important, c'est que la majorité des travaux et donc les réponses qui sont associées qu'on vient de donner sont issues de travaux de terrain et même dans une grande partie de nos travaux chez les agriculteurs en situation réelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est que nous faisons des travaux de terrain qui révèlent des performances intéressantes, mais les travaux, je dirais en conditions contrôlées, vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi on a eu ces performances ou pourquoi on n'a pas eu ces performances. Et donc, ça finalement permet d'avoir une complémentarité d'informations. Le terrain, la vérité terrain, ou savoir si on est capable de cultiver en situation réelle par rapport à la problématique de récolter en même temps, par rapport à la problématique de tri, c'est fondamental. Et le laboratoire, pour comprendre ce qui s'est passé dans les interactions entre plantes, décrypter pourquoi on a de la complémentarité, pourquoi on n'en a pas, c'est une analyse tout à fait pertinente. Ça nous permet aussi de gagner du temps par rapport à la réflexion sur comment j'associe des espèces ou des variétés pour être efficace par rapport à un objectif de production donné. Donc il ne faut pas les opposer, il faut un continuum de travail entre le labo, le terrain expérimental en station expérimentale et le terrain chez les agriculteurs avec les partenaires des coopératives, les agriculteurs et tout le monde du développement. Alors peut-être qu'on peut expliquer aux personnes qui suivent ce MOOC qui ne sont pas forcément au fait de qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation dans une station expérimentale, par exemple de l'INRA. Nos travaux, nos supports de travail, c'est des parcelles agricoles. Donc ces parcelles agricoles, elles sont gérées comme les parcelles d'un agriculteur, avec des tracteurs, elles sont parfois labourées, elles sont désherbées, etc., comme le fait un agriculteur. Par contre, on utilise des fois des petits semoirs qui nous permettent sur un hectare d'implanter un grand nombre de modalités différentes. Donc des petites parcelles qui font une dizaine de mètres carrés, une vingtaine de mètres carrés. Et donc ça nous permet de tester en une année, je ne sais pas, peut-être 20, 30 modalités différentes. Donc de pouvoir comparer, mais tout à l'heure on disait, différentes variétés, différentes espèces, avec différents niveaux d'azote, avec ou sans irrigation. Et donc en une année, on peut avoir accès à beaucoup de données. Et ça nous permet du coup ensuite de sélectionner certaines pratiques qui nous semblent plus ou moins intéressantes, qu'on va ensuite aller soit tester chez des agriculteurs, soit aussi dans des parcelles expérimentales, mais là de plus grande taille. Donc en fait, on a un grand continuum entre vraiment du labo, où là on peut travailler à l'échelle de la plante, des travaux en serre dans des petits pots, des travaux en champ dans des micro-parcelles, des travaux en champ dans des grandes parcelles, et des travaux agricoles qui, là, l'intérêt, c'est d'avoir une diversité de contextes pédoclimatiques. Et donc, c'est l'ensemble de ces supports expérimentaux
qui nous permettent d'avoir une bonne compréhension des systèmes et de permettre une transposition entre recherche et terrain. Mais attention, ce n'est pas la recherche qui dit au terrain ce qui doit être fait, c'est une interaction permanente entre les deux. D'accord, merci. Donc la dernière question qu'on a eue sur le forum, ça a concerné l'innovation de l'industrie agroalimentaire. Et donc c'était par rapport à la commercialisation des mélanges. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que ça marche? Alors, j'ai commencé à répondre un petit peu à cette question avant, hein. Aujourd'hui, les filières agroalimentaires, y compris pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation animale, elles ont été construites et se sont structurées autour de cultures pures. Donc aujourd'hui, les fabricants de farine pour faire du pain, ben, c'est du blé et que du blé. Pour fabriquer de l'aliment pour les animaux, c'est on prend d'un côté du soja, on prend du maïs, on prend du blé, et puis on assemble tout ça pour faire un aliment équilibré pour des poules, pour des porcs, pour etc. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique que quand on fait des cultures associées, il va plutôt falloir ensuite les trier parce que les filières ont été structurées autour de cultures pures. Alors, on pourrait imaginer effectivement de récolter une culture associée, par exemple un mélange de blé pois ou de blé pois chiche, et de le commercialiser directement. Sauf que ce qu'on n'est pas capable de faire d'un point de vue agricole, c'est de garantir une proportion équilibrée entre les deux espèces, et ceci au cours des différentes années. Et ça, l'industrie, c'est compliqué parce que l'industrie, elle veut avoir des lots qui soient standardisés, c'est-à-dire toujours avoir 30% de blé et 70% de légumineuses, par exemple. Mais ça, on n'est pas capable de le faire. Donc, il faut peut-être trouver un compromis entre les deux, c'est d'avoir des mélanges qu'on n'aura peut-être pas besoin de trier, et ensuite les compléter avec d'autres graines issues de cultures pures. Et donc là encore, on voit qu'on a différentes solutions. Soit on ne change rien dans l'aval et donc on trie les graines de façon drastique, soit on fait une adaptation à l'aval, soit on fait un compromis entre les deux. Je permettrais de rajouter que aussi une solution pourrait être d'avoir, notamment d'un point de vue logistique, des équipements spécifiques dans les coopératives agricoles pour trier ces mélanges d'espèces et maximiser la valeur ajoutée lorsqu'on a notamment des produits de meilleure qualité. Par exemple, la question peut se poser pour du blé meunier en agriculture biologique où il est plus compliqué d'avoir des teneurs en protéines élevées qu'en agriculture conventionnelle où on utilise beaucoup d'intrants de synthèse. Et donc la capacité de tri et de trier très finement mais des grands volumes avec une bonne efficacité les graines permet de gagner en valeur ajoutée si on a des graines de bien meilleure qualité. Et après, l'autre chose qui peut être importante aussi, c'est que associé à ces filières agroalimentaires, il peut y avoir un développement organisé de tri ou d'utilisation à la ferme, soit pour l'autoconsommation pour les aliments du bétail, donc il s'agit quand même de connaître la proportion des deux espèces et de compléter, soit que les agriculteurs en période creuse ou parce que sous le format d'écuma, ils se sont organisés pour avoir des trieurs de bonne dimension, mais à plusieurs pour être efficaces, trient des graines pour gagner cette valeur ajoutée. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir dans la complémentarité aussi des modes de valorisation et de logistique entre la ferme, les coopératives, les négociants. Donc ça repose la question de l'organisation des filières également. Et Eric, je vois qu'il y a une nouvelle question là sur Twitter sur quelles sont les plantes qui permettent de lutter contre les adventices. Alors avant de te laisser la main sur la question peut-être que tu as tes travaux sur les cultures intermédiaires, déjà un aspect par rapport aux cultures associées, ce qu'on a observé, hein, c'est que les cultures associées, c'est un moyen efficace de lutter contre l'enherbement, surtout par rapport à des légumineuses pures qui elles sont très peu compétitives. Par contre, par rapport à des céréales, globalement, on ne voit pas d'effets très marqués des cultures associées. Par contre, il y a peut-être des effets, Eric, que tu peux évoquer sur des plantes qui ont des comportements particuliers vis-à-vis des adventices. D'accord. Donc là, Laurent, tu fais référence en fait à ce qu'on appelle les cultures intermédiaires multiservices. Donc c'est aussi un mélange d'espèces, mais qu'on va utiliser à des fins de production de services écosystémiques qui ne sont pas de la production de graines, mais de couverture de sol, par exemple en période d'interculture.
Donc, dans ces périodes d'interculture, notamment en zone tempérée, on a la capacité de produire ce qu'on appelle aussi largement des couverts végétaux qui vont avoir vocation à rendre différents services écosystémiques qui ne sont pas de la production de graines ni de fourrage. Dans ces couverts végétaux, dans ces mélanges d'espèces, souvent on peut utiliser des crucifères, lesquels crucifères ont un certain nombre de propriétés, par exemple des propriétés de production des molécules qui s'appellent des glucosinolates. Et ces glucosinolates, c'est des sucres soufrés. Lorsqu'on va les broyer et les réincorporer au sol, elles peuvent entraîner la production par leur dégradation d'isothiosanate qui peuvent avoir des effets contre des nématodes ou éviter la germination de certaines adventices. Et donc là aussi, on n'en a pas parlé en détail aujourd'hui, on s'est focalisé sur la production de graines, mais il y a un volet très important d'utilisation de mélange d'espèces pour la production de ce qu'on appelle donc les CIMS, les cultures intermédiaires multiservices. Et c'est un volet qu'il faudrait qu'on développe en agroécologie pour substituer à l'utilisation d'intrants ou de pesticides ces services écosystémiques produits par ces mélanges d'espèces qui ont cette vocation uniquement de lutter contre le développement des adventices ou de recycler des éléments minéraux ou de couper des cycles parasitaires, par exemple. Voilà. Voilà. Peut-être pour conclure, ce qu'on peut dire, hein, on a vu qu'il y avait une diversité de formes de cultures associées, hein, qui allaient, comme là tu viens de l'évoquer, les cultures intermédiaires multiservices, les cultures associées pour la production de graines, l'agroforesterie. Et dans tous ces systèmes, l'idée c'est de travailler effectivement sur la complémentarité et la compétition entre les plantes pour rendre des services qui peuvent être de la production de graines, stabiliser les productions vis-à-vis des aléas climatiques, améliorer l'efficience de l'utilisation de l'eau, réduire l'utilisation des engrais azotés et des produits phytosanitaires, assurer une production de qualité et en quantité, et répondre aux objectifs des consommateurs, des agriculteurs et des acteurs des filières. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que les cultures associées ne sont qu'un levier mobilisable par les agriculteurs. Et dans certaines situations, c'est le principal levier, voire le seul levier, mais dans d'autres situations, il y a d'autres leviers qui peuvent être mobilisés. Et c'est cette diversité de pratiques qui permettront de répondre aux enjeux agricoles et aussi cette diversité d'acteurs entre la recherche, mais aussi les agriculteurs, mais aussi la formation, mais aussi les instituts techniques. Et c'est tous ensemble, par cette diversité de connaissances, de compétences, qu'on arrivera à répondre aux enjeux de l'agroécologie qui se posent à nous aujourd'hui. Oui, je te remercie de ton message. Il ne faut pas être les orthodoxes des cultures associées. C'est un levier parmi tous les leviers mobilisables pour l'agroécologie. J'ai parlé des cultures intermédiaires multiservices. On pourrait parler de la question de la façon de travailler le sol ou de ne pas le travailler. Il y a des débats sans fin là-dessus. Il faut vraiment garder raison sur l'aspect magique ou pas de l'utilisation des cultures associées. Il faut garder raison et agronomie systémique, ça va de pair puisqu'il faut bien raisonner les interactions entre les choix des espèces, les pratiques, en fonction des objectifs et des moyens qu'on a à disposition. Donc soyons raisonnables. Bien, nous voudrions vous remercier pour vos contributions à ce live, à M. Laurent en visio, à M. Eric Juste, à ma camarade Charlotte, et nos camarades Cyril et Émilie en réseau. Alors, Charlotte. Et on vous mettra les liens du projet dont on a parlé et de la vidéo pour que vous puissiez revoir le live. Voilà. Et merci de votre invitation. Merci beaucoup.